Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Mais cette semaine, on se retrouve avec un invité un petit peu exceptionnel que vous aurez beaucoup de plaisir à retrouver, Michel Geoffroy. Bonjour Jules. Bonjour Michel. Merci beaucoup de remplacer Jean-Yves cette semaine. Rassurez-vous, chers spectateurs, ce n'est qu'exceptionnel. Et je tiens à adresser un grand merci à nos contributeurs qui continuent de nous envoyer des mails chaque semaine pour nous aider à décrypter l'actualité et la propagande des JT du soir. Merci à eux, ils se reconnaîtront. On passe au sommaire tout de suite. En image de la semaine, tout d'abord, la Joconde a été entartée par un militant écologiste, une image aussi désespérante qu'effarante. Notre premier sujet de la semaine, le Stade de France. Finalement, la racaille a volé la soirée de milliers de supporters. Les médias entretiennent la confusion sur ce qu'il s'est réellement passé samedi à Saint-Denis. On revient pour vous sur cet événement absolument incroyable et pitoyable. Notre revue de presse, comme chaque semaine, avec des affaires complètement occultées par la presse, finalement, cette semaine. Et enfin, le combat médiatique contre les armes à feu et la légitime défense fait rage. Nous analysons cet élément de propagande absolument incroyable. Immédiat numéro 398, c'est parti. Notre image de la semaine est aussi désespérante qu'elle est insolite. Un homme travesti en vieille dame a tenté d'entarter le tableau de la Joconde avec un gâteau avant d'être expulsé du musée du Louvre par la sécurité. On regarde ça tout de suite. La terre, pensez à la terre. Il y a des gens qui sont en train de détruire la terre. Pensez-y. Les artistes, l'un vous dit pensez à la terre. Tous les artistes pensez à la terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Arrêtez de filmer. Pensez à la terre, s'il vous plaît. Bon, alors effectivement, c'est tout à fait intéressant. Vous avez fait un bon choix sur cette séquence. Qu'est-ce qu'elle illustre ? Elle illustre, parce que les médias ont été assez discrets sur les motivations de la personne, Exactement. Qui a dit penser à la terre, c'est pour ça que j'ai fait ça, il faut que les artistes pensent à la terre. Donc ce monsieur voulait faire de la pédagogie. Bon, donc c'est tout à fait révélateur du fait que l'écologisme, qui est une idéologie, alors que l'écologie c'est une science, mais l'écologie c'est une idéologie, c'est devenu le prétexte à toutes les violences possibles et imaginables. C'est comme les végans qui s'en prennent aux boucheries, etc. C'est la même logique. Alors, Dieu merci, il y avait une vitre blindée, donc Dieu merci, la Joconde n'a pas été détruite, abîmée, mais ça aurait très bien pu se passer. Donc c'est tout à fait incroyable. Enfin, je veux dire, en plus, s'attaquer à ce symbole, qui est un symbole de la culture occidentale, et un symbole mondial, parce que le monde entier connaît la Joconde. C'est certainement le tableau le plus connu du monde, d'ailleurs. Mais s'il avait vraiment voulu motiver... Si vous voulez, la Joconde, elle a été peinte par, quand même, Léonard de Vinci. Ça fait longtemps qu'il est mort, donc Léonard de Vinci, il a assez peu de moyens d'agir sur le climat ou le monde. S'ils avaient vraiment voulu motiver les artistes, il aurait dû s'en prendre plutôt à l'art moderne. Parce que l'art moderne, c'est un art financier, c'est un art par lequel l'oligarchie échappe à l'impôt et fait de fructueux bénéfices. Donc là, ça aurait eu un sens, plutôt que de s'attaquer à ce symbole culturel de la Renaissance, etc. Enfin, je veux dire, donc on voit bien tout ce qu'il y a derrière. Et les médias, bien sûr, finalement... alors, on apprend qu'il va être poursuivi. Il y a une plainte a été déposée. Oui. Bon, je tiens tous les paris sur... sans doute, un juge trouvera que finalement, la motivation est tellement noble que finalement, c'est très bien. Puis finalement, il y avait une vitre blindée, donc ça ne peut pas être si grave que ça. C'est pas grave. C'était sûrement qu'un déséquilibré, d'ailleurs. C'était un déséquilibré, voilà. Qui en plus se travestit. C'est quand même... Enfin, pourquoi ? Il a peur de quoi ? Ah oui, mais ça, par contre, c'est normal, ça, aujourd'hui. Oui, d'accord. Bon, enfin, bref. Merci beaucoup, Michel Geoffroy. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine. Stade de France, la racaille en direct. Tout le monde s'accorde, en France et dans le monde, pour dire que la finale de la Ligue des Champions opposant les clubs du Real Madrid et de Liverpool fut chaotique ce samedi dernier. La version édulcorée officielle des médias et du gouvernement ne fait pas véritablement état de la violence de cette soirée véritablement infernale à Saint-Denis. Il y a eu un fiasco au Stade de France dans l'organisation de la Ligue des Champions. Aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement. Les Britanniques demandent de... D'abord, la doctrine de maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France.
C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec la Coupe du Monde de rugby aux Jeux Olympiques me paraît assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire? Oui. Pouvons-nous mieux organiser? Aurions-nous pu anticiper davantage? Sans doute. Par ailleurs, je voudrais aussi dire qu'il y a eu des moments de délinquance. Ils ont été réels, je ne veux pas les nier. Il y a eu beaucoup d'interpellations, quasiment une centaine. Des pickpockets, des gens qui ont détroussé les spectateurs. Exactement. Vous n'étiez pas préparé à cela? La police a fait son travail et elle a interpellé une très grande partie de ces fauteurs de troubles, dont une grande partie sont d'ailleurs encore en garde à vue. Mais beaucoup de bêtises ont été dites, si je peux me permettre, dans les réseaux sociaux. Et parfois avec des insultes fortes pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, dont je voudrais avoir une pensée ce soir. Je trouve qu'à la fois de la part de Madame la sénatrice et de vous-même, qu'évoquez avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui, depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens très nauséabonds qui font malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdue, je la trouve personnellement extrêmement déplacée. Vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et maintenant, le traitement des JT de TF1 et de France 2 sur ces événements absolument incroyables. Le fiasco de la finale de la Ligue des Champions pose question. Pour le ministre de l'Intérieur, les Anglais sont les principaux responsables avec une fraude massive. Combien de faux billets ont-ils été vendus? Jusqu'à 40 000, selon le ministre de l'Intérieur. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Au Stade de France, l'organisation a-t-elle été submergée? Les autorités françaises soulignent qu'il n'y a eu aucun problème avec les supporters espagnols. Pourquoi seuls les supporters anglais se sont retrouvés entassés devant les grilles? Mais pour des milliers de spectateurs, la soirée a tourné au cauchemar. Alors qui est responsable? Les stadiers qui filtrent les spectateurs. Ils étaient 1600 samedi contre 1300 d'habitude pour des matchs d'importance similaire. Sur le parvis, on comptait 1000 policiers et gendarmes, 250 de plus que pour la finale de Coupe de France. En amont, y a-t-il eu une mauvaise gestion des flux? Alors, il y a eu également une quantité d'articles. Michel, incident au Stade de France, le déroulé de cette soirée de chaos. Il y a des personnes qui ne soutenaient aucune des deux équipes qui ont posé des problèmes de pickpocket, nous explique l'Obs. Le Parisien, quant à lui, s'interroge sur la grève du RERB. A-t-elle participé, a-t-elle contribué du moins au chaos de cette soirée? L'Express titre modestement et sobrement « Nous avons un problème d'organisation dans ce type d'événement ». Brice Couturier, journaliste, lui, nous explique que l'impression massive de faux billets, la grève sur la ligne B, la mobilisation de délinquants sur les réseaux sociaux pourrait bien être le fait de l'État russe. Et bien sûr, également, on nous parle de récupération par la droite et l'extrême droite qui se déchaînerait contre Gérald Darmanin, notre très cher ministre, ou encore libération fiasco du Stade de France quand l'extrême droite déverse sa haine raciste. Je finis rapidement ce florilège avec finalement un tweet de la journaliste de Mediapart, Hélène Salvi. Des militants d'extrême droite sont suspectés d'avoir tué 2 hommes en plein Paris en l'espace d'1 mois et on laisse ces représentants politiques dérouler depuis 48 heures sur le manque d'éducation, je cite, des jeunes de Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, Michel, que s'est-il vraiment passé ce samedi soir et est-ce réellement un manque d'éducation des jeunes de Saint-Denis? Oui, un manque d'éducation. Bon, alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans tous ces extraits. Il est difficile de dissocier le vrai du faux, d'autant qu'un des objectifs du gouvernement et des médias, c'est évidemment de tout mélanger, ce qui crée un magma qui permet de dire n'importe quoi. Alors, à l'évidence, il y a effectivement eu un petit problème d'organisation. On peut se demander si le volume des supporters a bien été anticipé. Sans doute, effectivement, la grève du RERB n'a pas dû arranger les choses. Oui, effectivement. Évidemment. Mais enfin, il y a des grèves tout le temps en France. Bon, bref. À l'évidence, il y a eu des problèmes avec les forces de police qui n'ont peut-être pas complètement anticipé l'événement. Et puis, il y a eu aussi ces fameux actes qui se sont produits
aux alentours du stade et avant le match et après le match. Plus des gens qui, à l'évidence, ont essayé de rentrer sans billet, en escaladant les clôtures. Bon, tout ça fait un mélange énorme. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire, à mon avis. Premièrement, ça illustre quand même le fait que, de plus en plus dans notre pays, le foot devient l'occasion de débordements permanents, de violences. Rappelons-nous, bon, il y a le grand stade, mais il s'est passé aussi à Saint-Étienne, dans un match, des violences particulières. Hein. Rappelons-nous ce qui s'est passé quand il y a eu la Coupe d'Afrique des banlieues, n'est-ce pas ? Ou quand il y a des matchs où il y a l'Algérie, l'équipe d'Algérie ou l'équipe du Maroc, en général, il y a toujours des violences. Des débordements sur les Champs-Élysées, Alors notamment, là, c'est etc. différent. Oui, bien sûr. C'est que pour une fois, il n'y a pas eu de violence ni sur le terrain, ni dans les gradins. Les violences étaient à l'extérieur ou à l'entrée du stade. Bon. À l'évidence, il y a une volonté de noyer le poisson et de partir dans des explications. Alors, il y a eu les explications sur le nombre de faux billets. Un nombre 40, alors les ministres ont évoqué des chiffres énormes de faux billets. D'ailleurs, je ne sais pas comment on les compte, les faux billets, mais enfin bon, peu importe. Après, on nous a expliqué que c'était un problème d'organisation, mais finalement, ça s'est bien passé parce qu'il n'y a pas eu de mort. Donc, on en est là en France, c'est-à-dire qu'on est content qu'il n'y a pas de mort. Ouais, c'est quand même une belle réussite. C'est fort. Hein, c'est une belle réussite. Puis c'est un match de foot, c'est censé être festif, jovial. C'est pas une bataille, mais on est content, il n'y a pas eu de mort. Bon, très bien. Et puis, il y a eu la mise en cause aussi, bien sûr, des supporters britanniques, dès le départ. Hein, une volonté officielle de les mettre en cause. Bon. Et au contraire, un silence général sur les actes qui se sont passés, délictueux, qui se sont passés à l'encontre des supporters, avant le match et après le match, et plus toute une série de gens qui ont voulu rentrer de force dans le... Bon, donc, si vous voulez, qui ont réussi à rentrer. Et qui ont réussi, bien sûr. Hein. Bon, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et bien entendu, nous avons vu l'application classique des grandes règles médiatiques, l'occultation, ce que Charlotte Dornelas appelle le journalisme circulaire, c'est-à-dire qu'on tourne autour de la réalité, on explique que c'est des problèmes techniques, parce que les billets, ce n'étaient pas des billets électroniques, etc. Bon, très bien. Il y a ces termes qui reviennent souvent, c'est-à-dire chaos, dysfonctionnement, fiasco. On fait très attention, c'est un fiasco, oui, si on veut. Oui, c'est vrai, c'est un fiasco, mais enfin, c'est aussi une violence qui a été déchaînée. Bon, c'est donc le fiasco est un terme gentil. On a même employé le terme administratif dysfonctionnement. Oui, c'est dysfonctionnement, excusez-nous. Un bug dans la matrice. Oui, d'accord, un bug dans la matrice. Bon, bref, donc c'est quand même très typique de la volonté de cacher certains faits, c'est-à-dire des violences, des agressions, y compris sexuelles, des pickpockets, des gens qui ont essayé de voler les billets pour rentrer. Enfin, donc il y a quand même des scènes de violence qui en plus ont été visionnées, qu'on peut voir. Hein. Mais alors justement, ces violences, hein, on les a regardées, on a regardé les images. Je vous lis quelques témoignages rapidement pour que vous preniez un petit peu, compreniez l'ampleur des violences qui se sont justement déchaînées ce soir-là. Certains policiers font état d'agressions sexuelles commises samedi soir. Je cite, « J'ai vu des femmes se faire toucher la poitrine par des équipes de blédards », rapporte un policier. « J'ai vu des filles de moins de 12 ans pleurer parce qu'elles ont été touchées par ces monstres. J'ai jamais vu autant de vols à l'arraché de ma vie », dit une autre source policière. Et finalement, ça c'est les sources policières en off, mais
il y a aussi les témoignages de ces sordides événements, les témoignages des spectateurs et des commentateurs étrangers qui se sont absolument lâchés sur Twitter. Jim Beglin, donc un commentateur anglais qui était présent au match, dit « La sortie du match d'hier soir était la plus dangereuse et la plus effrayante que j'ai jamais vue de ma vie, alors qu'il est quand même commentateur sportif, des matchs de foot, il doit en voir 100 à l'année. Des gangs organisés étaient préparés pour dérober tout ce qu'il y avait sur les fans, pas un seul policier en vue. Martin Varsavsky, un journaliste espagnol, dit « Ce que nous avons vécu hier à Paris était une horreur pour notre famille et pour tous les fans. Des centaines de Parisiens africains ont attaqué les fans, c'est du racisme, mais du racisme contre les Européens. » Alejo Chapiré nous parle de vols sans nombre, d'attaquants qui viennent de no-go zone, c'est le terme qu'on emploie pour dire, c'est pour désigner ces zones dans lesquelles on ne peut plus se rendre en France. Et un supporter anglais qui dit « C'est le pire match de football que j'ai vu de ma vie, j'ai pas dormi de la nuit, c'était horrible, aucune envie de revenir à Paris après ça. » Je vous laisse regarder rapidement à l'écran tout de même les photos, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont absolument émouvantes, de fans de Liverpool qui, avec leurs vrais billets, étaient bloqués contre les grilles, qui étaient gazés par les forces de l'ordre et qui n'avaient finalement pas le droit de rentrer puisque certains malins certains banlieusards du 93 avaient décidé d'escalader les grilles et de prendre leur place. Voilà. Le média indépendant The Redmen TV, donc un média indépendant de supporters du club de foot Liverpool, dit sur Twitter « Gérald Darmanin est un connard absolu », je les cite, ce n'est pas de moi. Et finalement, le président du club de Liverpool appelle à des témoignages pour savoir ce qui s'est réellement déroulé ce soir-là. Le club de Liverpool a reçu plus de 5000 témoignages de supporters qui revenaient de cette finale, Michel. Nous sommes en train de travailler avec des centres spécialisés dans la santé mentale pour offrir le soutien psychologique dont nos fans ont besoin, dit Liverpool sur Twitter. C'est quand même... C'est un détail pour M. Darmanin. C'est un détail. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire scandaleuse, d'abord, on remarque qu'à chaque fois qu'il y a une prise de parole officielle, elle est toujours démentie par soit des journalistes, soit des témoignages. Donc il y a eu la prise de parole sur le nombre de faux billets, où maintenant on dit mais non, en fait on n'en a scanné que 2800 et pas 35 000. Il n'y a jamais eu de blessés. Bah si, il y a eu des blessés. Il n'y a pas eu de problème. Bon, il y a eu quelques faits délictueux, mais c'est pas grave. Il faut surtout penser aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Bien sûr, oui, surtout à la veille des élections législatives. Oui. Donc, il faut... ça, c'est un point très important, me semble-t-il, c'est que cette affaire serait restée franco-française. Comme ça se produit malheureusement sur un certain nombre d'événements sportifs. L'omerta médiatique et politique aurait permis de tout calmer le jeu. Mais là, pas de chance. Il s'agit d'un événement sportif de portée mondiale. Il y a des millions de gens qui regardaient le match. Il y a des étrangers qui sont venus. Il y a des médias étrangers qui étaient présents. Et donc, il est très difficile de maintenir la crédibilité d'un discours mensonger lorsqu'il y a plein de témoins qui disent ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, nous on a été agressés, mes voisins ont été agressés, etc. Et puis il y a toutes les vidéos. Alors on nous explique que c'est les méchants réseaux sociaux qui une nouvelle fois diffusent la haine, mais c'est ça qui me paraît tout à fait remarquable, c'est qu'on est dans un cas où il y a le déni. Alors on est habitué au déni dans l'immédiat, hein. C'est un principe fondamental des médias. On occulte les faits qu'on ne veut pas voir. On occulte les faits qui ne plaisent pas, hein, parce que les faits qui ne plaisent pas, c'est du complotisme, c'est bien connu, ou de l'extrême droite, ou c'est la main de la Russie là, qui est là. Hein. D'ailleurs, par parenthèse, ce qui est curieux, c'est qu'on nous explique que la Russie est en plein chaos, que l'armée russe est nulle, que Poutine va se faire remplacer, et puis en même temps, elle est très puissante puisqu'elle est capable d'organiser des émeutes. Ça doit être la première préoccupation. Ça doit sans doute être la première préoccupation du gouvernement russe aujourd'hui. Enfin bon, peu importe. Donc si vous voulez, c'est ça qui me paraît, moi, marquant dans cette affaire, c'est qu'on voit bien qu'il y a des limites au mensonge politique. Et aujourd'hui, quand même, manifestement, le ministre de l'Intérieur sans faire. J'ai vu qu'il a
qu'il a essayé de comparer à ce qui s'était passé en Espagne dans un autre match. Enfin, tout ça. En 2019. Tout ça est grotesque. Enfin, je veux dire, il ne reconnaît pas. On reconnaît pas le. En fait, la violence absolue des faits. Alors, en plus, c'est ça qui apparaît manifeste, c'est que derrière le Stade de France arrive d'une manière très visible, et d'ailleurs on va le retrouver autour de cette émission, la violence qu'il y a dans notre société, dans certaines zones, dans certains quartiers, comme on dit, dans certaines banlieues, etc. C'est ça qui est en train de se passer. C'est que s'il y a des gens... Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est... Vous avez cité des témoignages policiers. J'ai jamais vu autant de vols à l'arraché. On pourrait peut-être, le contribuable pourrait se dire, mais monsieur, on vous paye pour empêcher ça. Et qu'est-ce que vous avez fait, ça, pour vous empêcher ça? Et il y a des témoignages qui disent, la police, elle n'était pas là. Ou elle gazait. Vous avez montré une scène où on la voit gazer un supporter, je suppose britannique. Enfin, je sais pas. Oui, un supporter britannique avec le t-shirt. Manifestement, on ne voit pas ce qu'il a fait maillot. De mal, mais on le gaze. Ah bon? Là, c'est plus facile qu'effectivement d'aller faire rétablir la sécurité dans certaines fan zones ou dans les alentours du stade. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'on voit aussi, c'est que on voit l'impotence de l'État pour assurer la loi et l'ordre dans certaines zones, quoi. Fort avec les faibles avec les forts. Justement, cette histoire finalement de témoignages qui percent et qui transparaissent dans la presse, on va regarder un petit peu une petite compilation finalement de témoignages différents. Un spectateur français du match qui était présent sur les lieux, un policier présent dont la voix a été un petit peu modifiée, et ensuite un élu de la région de Liverpool, anglais, qui était présent au match, qui s'est fait voler son téléphone. On regarde ça tout de suite. Et là, on a vu des bandes. On était avec les Anglais, il y avait des pères de famille, des mamans, des jeunes, tout ça. On a vu des bandes des bandes de banlieue arriver, ultra organisées, par groupe de 10-12. Et là, ce que j'ai vu, je ne pensais pas que l'humain était capable de ça. Je le dis clairement, d'attaquer des gens à 8 contre 1, de les dépouiller, d'attaquer les femmes. Moi, je me suis fait attaquer, j'ai pris un coup de casque. Il y avait des groupes de migrants aussi qui étaient ultra agressifs aussi, c'était impressionnant. C'est un mensonge d'État. D'accuser les Anglais, c'est un mensonge d'État. Les Anglais ont été victimes de violences policières et de violences de bandes organisées. Il a absolument raison. Et on les fait passer pour les responsables. Des groupes de 20, de 30 personnes masquées, tout vêtues de noir, qui ont fait des vols arraches sur tout le secteur du Stade de France. Et les personnes qui ont sauté les barrières, on n'est pas sur du supporter anglais. Tous supporters confondus ont été pris pour cible, agressés, violentés dans tous les sens. Les supporters qui ont été détroussés de tout portable, des grands-parents jusqu'aux enfants. C'était assez chaotique. On avait des supporters qui étaient désespérés. Depuis 15 ans, je n'ai jamais vu autant de vols-violences sur un dispositif Stade de France. Ça a été phénoménal. Vous avez été agressé, volé, c'est ça? On vous a piqué votre téléphone? Téléphone, argent, carte de crédit, papier d'identité et billets pour le match. Mais comme je l'ai dit, ma préoccupation majeure, même bien avant ce vol, c'était le fait que je ne me sentais pas en sécurité à l'approche du stade. Un commentaire qui résonne tout d'abord, celui l'élu de la région de Liverpool. Je ne me sentais pas en sécurité en arrivant au stade. Et son intuition a été confirmée finalement par ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à des milliers de fans. Oui, non, mais là on voit quand même la parole se libère. Enfin, c'est des journalistes sur un plateau et un qui dit c'est un mensonge d'État. C'est extrêmement fort comme accusation, d'accuser. Et c'est une vérité, c'est-à-dire que tout le discours accuse les supporters anglais qui sont victimes. C'est-à-dire que ce phénomène de renversement dialectique classique, c'est la victime qui est coupable, et le coupable, lui, on n'en parle pas, ou on l'excuse. Il y a eu l'article du Monde qu'on a vu, où on essaie d'expliquer que le malheureux qu'on a arrêté, il n'y est pour rien. Bon, donc je veux dire, c'est très important, cette affaire. D'ailleurs, on ne peut être que frappé du silence du président de la République sur ces sujets, lui qui défendait la Californie. La Seine-Saint-Denis, c'est la Californie. Je ne crois pas que ces événements arrivent en Californie. Je ne crois pas. Donc, ça, c'est un événement. C'est quand même très, très, très important. Sur la rhétorique de la victime, justement, cet article du Monde, aux comparutions immédiates du tribunal de Bobigny, l'affaire du Stade de France, c'est une misérable histoire de pickpocket. Sur 48 gardes à vue, seuls 6 hommes âgés de 21 à 39 ans ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des vols de téléphone, d'une montre ou d'un collier, selon Le Monde. Oussama K, donc un des interpellés qui
a comparu et qui a été condamné, vit entre une tente sous un pont et une chambre sous-louée de temps à autre. Il se substante avec des livraisons Uber Eats c'est une victime, qui lui permettent de passer quelques jours au chaud. C'est une victime. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et il a troqué son scooter pour un vélo et quelques billets. Chaque mois, il envoie une centaine d'euros à sa mère et ses 4 frères et sœurs. Dans le monde, il n'y a pas un mot pour les supporters anglais qui se font absolument tabasser et défoncer par les banlieusards du 93. Par contre, pour les banlieusards du 93 et les mineurs isolés algériens, pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est le décalage avec la presse étrangère, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit bien que notre presse mainstream est quand même très obéissante. Hein. Elle est très obéissante et elle relaie avec une très grande complaisance, mais on le voit tout le temps, quels que soient les sujets, elle relaie la parole officielle. Donc, on voit que ces médias mainstream ne sont pas un contre-pouvoir, ce sont devenus un rouage du pouvoir, hein, c'est clair. Mais alors les étrangers, eux, les médias étrangers aussi, ont sans doute aussi, sur certains sujets, une complaisance particulière, là, évidemment, n'ont pas raté l'occasion d'être très critiques et de dire des choses, enfin de dire le roi est nu, quoi. Je veux dire, on dit... Les mensonges officiels ne marchent pas vraiment, là. Hein. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, le journal espagnol Marca nous dit « Paris, depuis quelques années maintenant, a un grave problème d'immigration et de ghetto qui affecte toute la société entière. Un pays aussi déstructuré envoie des signaux d'alarme très inquiétants pour les JO de 2024. La presse mondiale ne s'est pas arrêtée là, comme nous le rapporte Niels Wilk. Sécurité en crise, écrit El País, et Disa et The Guardian n'hésitent pas à parler de chaos et CNN de gâchis. C'est le fameux savoir-faire du maintien de l'ordre français. Merci Michel Geoffroy, on doit conclure parce qu'on a passé... il va falloir s'inquiéter pour les Jeux Olympiques quand même. Hein. Les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde de rugby, il me semble, ou la Coupe d'Europe de rugby. Le rugby, curieusement, le rugby est très différent. Hein, peut-être sociologiquement, il faudrait étudier ça, les différences sociologiques. Vous connaissez la formule, hein, le rugby, c'est un jeu de voyous joué par des gentlemen. Le foot, malheureusement, parfois, c'est plutôt l'inverse. Hein. Plutôt l'inverse. Merci beaucoup Michel Geoffroy. On passe tout de suite à notre revue de presse hebdomadaire. Alban Gervaise, c'est le nom de ce médecin militaire égorgé à Marseille dont nous vous avions parlé dans l'épisode numéro 395 d'Immédiat. Il a malheureusement succombé à ses blessures vendredi dernier dans une indifférence médiatique totale. C'est Éric Ciotti qui a tout d'abord sur Twitter annoncé la nouvelle de sa mort. Alban Gervaise, médecin militaire égorgé à Marseille devant ses enfants à la sortie de l'école. Au nom de Dieu, mort dans le silence médiatique. Je cite Éric Ciotti. Sud-Ouest a repris ensuite l'histoire le lendemain. Le médecin poignardé à Marseille devant l'école de ses enfants est mort de ses blessures. Causeur qui titre également « La mort d'Alban Gervaise reléguée aux pages de faits divers ». Ça, c'est peut-être intéressant pour nous. Et enfin, repris dans le Figaro Vox un petit peu plus tard, l'affaire Alban Gervaise révèle la banalisation de la barbarie quotidienne. Et c'est finalement ce fil rouge qu'on retrouve à travers toute l'émission, Michel. Oui. C'est-à-dire que la réalité commence à devenir plus forte que l'idéologie. Et donc, et en particulier plus forte que l'idéologie médiatique. Donc, c'est un fait divers. Le problème, c'est qu'il y en a plein comme ça. Hein, on recense aujourd'hui officiellement 120 attaques au couteau par jour en France. Quand même pas mal. Donc, on est quand même dans une situation... Cette histoire tragique illustre une nouvelle fois l'explosion de l'insécurité et de la violence dans notre pays. Hein, et à Marseille, il y a déjà eu plein d'attaques comme ça, violentes. C'est pas un coup de couteau, c'est à la gorge. Hein, donc c'est une... bon, très bien. Je rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience, hein, pas forcément au niveau de l'État, mais je rappelle que l'association Institut pour la justice vient d'assigner l'État en termes de... vient assigner l'État pour inaction en matière de sécurité. Hein. Je rappelle que les écolos font de l'agitation sur l'inaction climatique. Il y a de l'inaction en matière de sécurité. Il faut quand même rappeler que la France, les agressions et les crimes ont été multipliés par 7 depuis 1988, et la France est aujourd'hui le premier pays européen pour les assassinats
pour les actes de terrorisme. Donc je veux dire, là on est très... On n'est pas loin d'ailleurs de l'acte du terrorisme en l'occurrence. Oui. C'est au nom d'Allah qu'il est égorgé devant une école catholique. Les médias avaient dit c'est au nom de Dieu, ils n'avaient pas voulu citer les choses. Bon, très bien. Donc on est quand même... là on est très au-delà du fait divers. Hein. On est en fait dans un phénomène de société. Et pourtant, ce n'est pas relayé par les médias, mis à part Sud-Ouest, comme je vous l'ai dit, Sud-Ouest, Figaro Vox et Causeur. Merci à eux de relayer cette histoire, en tout cas. Mais finalement, ça se fait dans l'indifférence générale, parce qu'on parle d'un fait divers quand ça se produit, puis après, c'est classé un petit peu sans suite, et on oublie 2 semaines après. Ah bah oui. Alors, un rassemblement citoyen, pour changer de sujet, un rassemblement citoyen nommé Parole des Résistances s'est tenu cette semaine, comme chaque année finalement, sur le plateau des Glières dans la commune savoisienne de Thorens-Glières. Un événement organisé par l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, et l'invité star de cette année, c'était Philippe Poutou finalement. Ce qui est sûr, c'est que les organisateurs n'ont pas aimé être interrogés sur, on va dire, la pertinence de cette invitation incongrue sur ce lieu hautement historique, on le verra après. Merci à Jean Bexon pour les images. Ma question s'adressera à monsieur Philippe Poutou. Je suis journaliste indépendant. J'ai vu que vous avez tenu des positions ouvertement antimilitaristes. Je pense notamment à l'élection 2017 où vous avez déclaré que votre première décision sera la suppression du défilé national militaire du 14 juillet. Ici, on est aux Glières. C'est le lieu où a résisté Tom Morel, officier catholique de l'armée française. J'aimerais savoir si votre venue ici, est-ce qu'elle est cohérente avec l'esprit du lieu ou si elle n'est pas quelque peu contradictoire. Je vous remercie. Laisse-moi finir. On sait qui tu es. Oui. Tu viens poser une question qui n'a pas de rapport avec la conférence. Il y a le plateau des Glières qui est juste là. Oui. Et c'est nous qui avons invité Philippe Poutou, c'est pas lui qui est venu. Donc c'est à moi qu'il faut que tu poses la question. Et je ne te répondrai pas. Justement, je vous ai donné l'occasion. Par exemple de Tom Morel, le catholique, tu ne parles pas des résistants espagnols. Alors, par exemple, non, tu n'en parles pas. Alors on va clore le débat, tu vas nous laisser finir notre conférence, et après si tu veux discuter avec Philippe ou avec moi... Justement, moi je me suis rendu avec l'idée de poser cette question, à savoir, est-ce que la présence de Philippe Poutou est cohérente avec l'esprit du lieu des Glières, que sûrement un lieu que les téléspectateurs de TV Liberté doivent connaître, où Tom Morel s'est illustré par son héroïsme, et notamment avec ces hommes du 27e bataillon de chasseurs alpins, ces anciens soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins qui l'ont rejoint sur ce plateau. Et Philippe Poutou a tenu des propos extrêmement choquants, anti-patriotes. D'arriver. Déjà, je vois sur l'image le drapeau bleu, blanc, rouge. Là, nous, on est plutôt drapeau tout rouge, donc peut-être qu'il y aurait ça déjà à mettre. Et puis surtout, ce qu'on a décidé de dire, c'était qu'en fait, on pouvait supprimer le défilé militaire du 14 juillet. Voilà, c'est une manière c'est un geste. En tout cas, c'est cette idée de démilitariser la société. Maintenant, vous me posez la question de pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu répondre. À mon sens, c'est difficilement compatible. Il est difficilement compatible. Il faut savoir que quand même, Tom Morel a dédié sa vie pour protéger l'intégrité du territoire national. D'abord contre l'invasion italienne, puis l'intégrité du territoire national contre l'occupant allemand. Donc là, il y a déjà une contradiction. Et puis, l'année dernière, alors là, ça a créé la polémique ici en Haute-Savoie. Assa Traoré a été invité sur le plateau des Glières. Je laisse encore une fois les spectateurs de TV Liberté juger de la cohérence de la figure qu'est Assa Traoré avec le lieutenant Tom Morel. Je vous laisse vraiment juge de cette question. Est-ce que c'est cohérent ? Jean Bexon, donc le journaliste qui s'est rendu sur place, avait écrit un papier dans Boulevard Voltaire le 25 mai 2022 pour faire état finalement de cette invitation un petit peu spéciale. Il citait notamment sur Twitter que ce n'est pas la première fois que ce type de rassemblement se tenait et qu'il y avait des invités peu recommandables. Par exemple, l'invitation d'Assa Traoré en 2021, celle de Cédric Héroux, Alexis Corbière, Clémentine Autain et Éric Coquerel, par exemple, dans des éditions précédentes. Tout ça, dans la place locale, par exemple le Dauphiné, c'est très bien, c'est un week-end aux Glières qui se passe bien après 2 ans d'absence. Donc une présentation finalement très positive. Il n'y a que Valeurs Actuelles comme média national pour reprendre cette affaire.
Par contre, quand Éric Zemmour se déplaçait au Glières, par exemple, en mars dernier, c'était une visite controversée d'Éric Zemmour qui provoque la colère des élus locaux dans l'Essor savoyard, le papier du coin. L'histoire des résistants des Glières fait partie de la mémoire républicaine nationale et personne ne peut se l'approprier, surtout pas Éric Zemmour, disait le maire de la commune de Thorens-Glières quand même. Oui. Un petit deux poids deux mesures. Tout ça est, je dirais, pitoyable. La mémoire républicaine, qu'est-ce que ça veut dire la mémoire républicaine ? C'est la mémoire, je veux dire, c'est la mémoire de tous les Français, c'est pas la mémoire d'un régime politique. En fait, tout ça me paraît illustrer une grande continuité, la volonté de la gauche et de l'extrême gauche de vampiriser la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de garder ça comme un monopole. C'est ça qu'ils appellent la mémoire républicaine. Ça veut dire mon monopole à moi. Sur l'histoire de la résistance, voilà. Notamment. Et donc, mais ça sert à quoi ? Ça sert à cacher un certain nombre de choses. Ça sert à cacher quand même la responsabilité du Front populaire dans le désastre militaire français de 1940. Ça sert à cacher le fait que les communistes étaient les alliés des nazis jusqu'en 1941. Ça sert à cacher que dans la collaboration, il y avait beaucoup de gens de gauche. Et ça sert à cacher que dans la résistance, il y avait au départ des gens de droite. D'ailleurs, en plus, Tom Morel, comme le relevait le journaliste, c'est un catholique, c'est pas un marxiste. Donc, je veux dire, on voit bien cette volonté cynique de continuer de faire une sorte de propriété privée. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Propriété privée pour les marxistes, c'est bien assez sûr. fort café. Bien sûr, parce que c'est le camp du bien. Non mais attendez, c'est le camp du bien, donc il est normal qu'il s'installe dans la mémoire. Confortablement. Voilà. Un rapport inquiétant du collectif Femmes musulmanes et communautés contre l'islamophobie dans la société vient de paraître sur le site de l'association. On y apprend avec étonnement que leur rapport, finalement, c'est un véritable guide de formation des journalistes encore en école, a été financé par l'Union européenne et que le projet suit déjà son cours, son projet de formation est déjà enclenché. Alors, c'est un rapport pour la formation des médias à l'inclusion et à la prévention de l'islamophobie de genre. Je dois dire que là, on est au niveau du camoulox. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la phrase. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est que l'islamophobie en entier. de genre. Mais... On sait que tout cela est un petit peu chapeauté par Aidan White, un ancien journaliste chez le Financial Times et le Guardian, donc deux journaux britanniques très réputés. Et finalement, des ateliers de formation adressés aux étudiants en communication sur la matière sont déjà organisés. Dans le rapport, il est également mention, par exemple, finalement, de éviter, donc ça c'est une instruction donnée aux journalistes, éviter de mentionner la race ou la religion d'une source ou d'un sujet d'une histoire, sauf s'il est pertinent de l'évoquer dans l'histoire. Ou encore, par exemple, on nous donne deux exemples d'articles qui traitent de la même histoire. Dans le premier cas, c'est la mosquée de la Duchesse en lien avec 19 terroristes. Et dans la deuxième, on a compris que c'était la meilleure option, la mosquée visitée par la Duchesse de Sussex en lien avec des terroristes suspectés. Et donc en phase sur le mot suspecté, parce que finalement, utiliser le mot suspect dans le deuxième papier est moins sensationnel, plus précis et moins à même de désinformer ou de renforcer des stéréotypes dangereux. C'est bien, on est en pleine novlangue orwellienne. C'est le ministère de la Vérité, là, financé par l'Union européenne, c'est-à-dire par le contribuable européen, je rappelle. Alors déjà, la cible, dire que le problème majeur, c'est l'islamophobie, déjà, ça peut se discuter. Mais bon, en fait, il s'agit d'apprendre à censurer. On apprend, c'est une école de censure. On explique, voilà, les mots qu'il faut utiliser, qu'il ne faut pas utiliser, pour cacher la réalité, pour pas faire pas choquer Pierre-Paul ou Jacques, etc. Donc c'est une école de censure. Bon, alors voilà, très bien. Alors, moi je dirais simplement, ça ne sert pas à grand-chose parce que déjà les médias mainstream en France appliquent toutes ces recommandations. Ça c'est très vrai. On dit pas, on dit que c'est un déséquilibré, on dit pas quand il a crié Vive Allah, on dit pas, on cache même les noms. La plupart du temps, on met le prénom photos, a été changé. Les photos sont sous-scellées. Donc si vous voulez, c'est déjà le cas. Donc l'Union européenne, là on rajoute, mais en fait c'est déjà le cas. Finalement, c'est peut-être un des endroits où la France rayonne à l'international. Ça, nos médias, oui, je pense qu'ils rayonnent. Bon, bref. Alors, on passe à une autre institution maintenant, l'Opéra de Paris. Et si l'Opéra de Paris, dont nous avions évoqué finalement le virage déjà inclusif et diversitaire la semaine dernière, sur notre sujet de Pape Ndiaye,
Si finalement cette prestigieuse institution discriminait à l'embauche dans les coulisses, c'est en tout cas ce qu'affirme une postulante qui dit avoir été écartée lors d'un entretien parce qu'elle a fait un stage chez Valeurs Actuelles. Je vous lis des extraits de l'article qui sont tout simplement édifiants finalement. Elle sourit, donc ça c'est la parole de la postulante, et elle, ça désigne la personne qui lui accorde l'entretien. Oui, qui a fait l'entretien. Elle sourit et semble contente de constater que je sors de cette université. Je poursuis en évoquant longuement ma passion pour l'art et notamment le ballet. Je montre à mon interlocutrice que je connais bien les rouages de l'opéra et que je suis quotidiennement son actualité. Elle hoche la tête, elle doit penser que je suis compétente, me dis-je. Vous comprenez bien les enjeux de l'AROP, c'est-à-dire l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, reconnaît-elle. Mes réponses et ces acquiescements me laissent penser que je suis compétente pour le poste. Pour l'instant, tout se passe bien pour notre postulante. C'est merveilleux. Ensuite, je trouve surprenant que vous postuliez ici dans le milieu culturel avec votre CV, me dit-elle. Alors, la postulante rétorque, oui, j'ai écrit dans la presse d'opinion et maintenant je souhaite m'ouvrir au monde du spectacle. Oui, enfin dans la presse d'extrême droite. Ah là là. Donc, c'est-à-dire Valeurs Actuelles, l'Incorrect, Boulevard Voltaire, la presse d'extrême droite. Oh là là. Même eux se réclament d'extrême droite, ce qui pourrait être attaqué en diffamation. La responsable continue et me dit que l'équipe, qui est, je cite, composée de quelques personnes issues de l'immigration, aurait du mal à travailler avec une personne comme moi, c'est-à-dire une personne de droite. Et qu'il douterait de ma capacité à promouvoir la ligne diversitaire de l'Opéra national de Paris, mais aussi à évoluer dans un environnement de gauche. Vous pensiez vraiment qu'avec un tel CV, vous pourriez être embauché dans le monde de la culture, me dit-elle sardonique. Un témoignage très intéressant sur finalement un sujet dont on se doute depuis des années et des années. Oui, la diversité. Alors oui, je vous censure au nom de la diversité. C'est ça qu'elle a dit, la dame. Oui. Hein, ah ben non, je peux pas... Puis vous vous rendez compte, nous on est de gauche, donc vous pouvez pas être là. Vous pouvez pas être là. Bon, c'est quand même... je ne sais pas ce qui va se passer s'il y aura des procédures, mais c'est quand même manifestement une discrimination pour opinion politique, donc qui renvoie, je rappelle, pour ceux qui nous regardent, l'article 225-1 et 2 du Code pénal, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes, notamment sur le fondement de leurs opinions politiques. Il y a 23 cas de discrimination. C'est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Bon, donc on verra ce qui va se passer. Enfin, tout ça est... On se doute quand même un petit peu du résultat si des poursuites sont engagées. Ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces gens trouvent ça tout à fait normal. Bah oui, c'est normal de censurer les méchants. Encore une fois, nous retrouvons la même idée. On est dans un monde de gauche, quand même. On est le camp du bien. Donc, voilà. Alors, en tout cas, bravo, un petit coup de chapeau à Gabriel Cluzel, qui a bien, dans Boulevard Voltaire... détailler toute cette affaire. Merci à elle. Et pour rester finalement sur ce thème de la discrimination et de la censure, Michel, je vous propose ce titre de presse. L'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol n'aura plus le droit aux aides à la presse. Une trentaine d'historiens et de personnalités avaient déjà protesté dans une tribune en mars contre ces aides publiques indirectes dont pouvait bénéficier le média d'extrême droite. Cette décision prive donc le média d'avantages fiscaux et de tarifs postaux réduits dont bénéficient les journaux. On apprend dans Libération que c'est un montant qui avoisinerait peut-être les 100 000 € pour le journal, donc une somme importante qui pourrait les traîner à la faillite. Bah oui, mais ça aussi c'est normal, le camp du bien doit éliminer les méchants. On peut penser ce qu'on veut des articles de Rivarol. Moi, ce qui me paraît frappant dans cette affaire, c'est qu'il s'agit d'une censure qui n'est pas conduite par des organes de justice. Après tout, la liberté d'expression a des limites législatives, donc il appartient aux juges éventuellement de les censurer. Pas du tout. Là, en fait, c'est la commission paritaire des publications qui intervient. Il y a eu, paraît-il, des pétitionnaires, n'est-ce pas, qui ont poussé ça. Non, je veux dire, dont les époux Clercel, d'ailleurs. Oui, nous sommes dans des procédures quand même assez étranges. On nous parle d'état de droit, et en fait, c'est exactement comme lorsque les GAFAM censurent allègrement des comptes, sans aucune garantie juridique, ni rien. Donc je veux dire, c'est arbitraire, en fait. C'est de l'arbitraire, et en plus, il ne faut pas se cacher que c'est quand même la théorie de l'artichaut qui s'applique, c'est-à-dire qu'on s'attaque progressivement à tel ou tel média, et inéluctablement, le but, c'est quand même d'essayer de censurer
les médias qui ne sont pas dans la ligne, quoi, c'est clair. Au début, ce sera Rivarol, et puis bientôt, ce sera TV Liberté. Un journaliste français a trouvé la mort en Ukraine cette semaine, une information qui a fait le tour de tous les médias français. Il était reporter d'images pour BFM TV. La société des journalistes de BFM TV a bien sûr fait part de son désarroi et de sa tristesse. Et ça a été repris dans une quantité d'articles et de séquences télé qui mélangent... Enfin, la mort est grave, mais il y a un côté un petit peu feuilleton, un petit peu pathos dans ce traitement, avec des témoignage de son compagnon, le témoignage de la mère du journaliste qui explique qu'elle en veut terriblement aux Russes, etc. On n'avait pas exactement ce traitement avec la mort, par exemple, de Pierre Zakrzewski, un journaliste franco-irlandais qui est mort au début du mois, dans un relatif silence et apaisement médiatique. Pourtant, il était français aussi. Mais il était journaliste de Fox News, alors c'était pas bien. Fox News, c'est vrai, la télé de droite américaine, ça non, mais ça cette affaire est évidemment triste. Bon. Oui, on ironise, c'est cynique. Malheureusement, c'est pas le seul journaliste décédé. Hein. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que 2, en fait. Hein. Bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la volonté d'instrumentaliser cette mort. Hein. Je vois la ministre qui a sans doute besoin de se positionner, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, dit c'est un double crime, alors parce qu'on a attaqué un convoi humanitaire et on a tué un journaliste. Bon. Moi, je pense quand même que des médecins, c'est aussi important qu'un journaliste. On en tue aussi. Je veux dire, il faut... on a une espèce de tropisme considérant que le journaliste, c'est forcément l'alpha et l'oméga. Bon, je veux dire, malheureusement, c'est triste, mais dans cette guerre, il y a eu plein de morts. Hein. Il y a eu plein de morts civiles. Donc, malheureusement, c'est ça la guerre, quoi. Et donc, essayons de ne pas trop instrumentaliser ces faits dramatiques. Merci Michel Geoffroy. On passe tout de suite au sujet vaste et houleux de la libre circulation des armes aux États-Unis. C'est un combat, c'est finalement le fer de lance du combat médiatique français en ce moment. Si les tueries de masse aux armes à feu touchent tous les pays du monde, elles n'en demeurent pas moins une véritable spécialité américaine, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Une tuerie de masse par jour depuis 2013, c'est ce que les statisticiens avancent. Et finalement, les récentes tueries de Buffalo et d'Uvalde, qu'on avait mentionnées dans les émissions précédentes, qui sont particulièrement médiatisées en France et outre-Atlantique bien sûr, ont relancé le débat de la détention d'armes. Je vous laisse regarder une compilation des JT du 20h de TF1 et de France 2 de la semaine dernière qui ont particulièrement insisté sur ce point durant toute la semaine passée. Ici, 100 000 armes sont vendues tous les mois. La tuerie dans l'école d'Uvalde a eu lieu à seulement quelques dizaines de kilomètres d'ici. Mais aujourd'hui, le magasin ne désemplit pas. Les habitués sont toujours là. Pourquoi vous avez besoin d'armes à la maison ? Ouais, non. Pourquoi pas ? Car contrairement aux idées reçues, les ventes d'armes ne diminuent pas après une tuerie, bien au contraire selon le patron. Mais comment agir dans un pays où les armes circulent si librement, où le droit d'en posséder est inscrit dans la Constitution ? Dans l'État du Texas, la détention d'une arme est même autorisée sans permis et sans formation. Et pour se procurer une arme au Texas, rien de plus simple. Il suffit d'être américain, d'avoir 18 ans et de se rendre dans l'une des plus grandes chaînes de supermarchés. Derrière le comptoir, des fusils alignés qui coûtent entre 250 et 800 €. Vous allez dans n'importe quelle armurerie et vous dites « je veux celui-là ». Mais il n'y a pas besoin d'un permis, d'une formation ? Non, vous n'avez pas besoin. Donald Trump, lors de son discours devant le lobby des pro-armes à Houston, il n'a en aucun cas changé d'opinion sur la question. L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour désarmer des citoyens respectueux de la loi, qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de monde. L'existence du mal est la raison pour laquelle il faut armer les citoyens responsables. D'Uvalde, la fracture américaine sur la question des armes reste béante. Hier, Donald Trump soutenait toujours les ventes d'armes. En direct avec nous du Texas, Camille Gutin. Camille, Joe Biden a fait part de son émotion, mais sur le plan politique, il est en face d'une question qui paraît impossible à résoudre depuis longtemps. Reste donc à savoir si cette fusillade, qui est loin d'être la première aux États-Unis, pourra ou non faire bouger les lignes sur le contrôle des armes à feu. L'AR-15, c'est le fusil d'assaut préféré des Américains. C'est aussi celui utilisé dans de nombreuses tueries, Uvalde et Buffalo récemment.
Mais malgré ces tragédies, ici à Houston, personne n'a voulu annuler sa venue. Ce salon est organisé par la NRA, une association qui défend bec et ongles le droit de porter une arme aux États-Unis. Son influence politique est considérable. Uvalde est à quelques heures de route à peine. Mais ni ces manifestations, ni même les 250 tueries de masse qui ont eu lieu depuis le début de l'année aux États-Unis n'ont convaincu le tout-puissant lobby des armes de repousser cette convention. L'ancien président Donald Trump lui-même devrait s'y rendre ce week-end. Alors, ce qui est très intéressant tout de même, c'est que j'ai noté un petit peu, j'ai consigné tous les JT auxquels j'ai eu recours. 25 mai TF1, 26 mai France 2, 27 mai TF1, 28 mai France 2, 29 mai France 2. Je suis persuadé d'en avoir laissé certains de côté, je ne les ai pas tous regardés, et je dois tous ces extraits, bien sûr, à nos contributeurs. C'est quand même un matraquage quotidien sur les deux plus grandes chaînes d'information de France, sur les salons d'armes, la détention d'armes, le Texas, le second amendement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça ? Non, mais d'abord, ça dure depuis bien longtemps. Ça fait des années qu'on explique. C'est l'explication rousseauiste. Il y a des morts, il y a des victimes, c'est la cause des armes. Hein. C'est comme il y a des gens qui sont fait égorger, c'est parce qu'il y a des couteaux. Hein. Il y a des terroristes qui foncent dans la foule, c'est parce qu'il y a des camions fous. C'est cette même logique. Oui. C'est-à-dire, on explique que la voiture folle. C'est-à-dire qu'on explique que c'est le matériel qui explique la violence. L'homme est naturellement bon. Je pense que l'homme est... Oui, alors effectivement, c'est ce que croient les rousseauistes. L'homme est bon. Malheureusement, il n'est pas bon. Il faut quand même pas oublier que la société américaine est une société très violente. Il y a une violence sociale, il y a une violence quotidienne. D'ailleurs, il suffit de regarder un film américain. Regardez ces films, on voit tout le monde se tire dessus à l'arme lourde. Enfin, c'est assez effrayant. Bon, c'est évidemment exagéré, mais c'est quand même comme ça. Donc, je veux dire, il y a une tentative, et ça a été toute la gauche américaine depuis le début, donc c'est pas un hasard si les présidents démocrates, évidemment, essaient de reprendre ça. Comme en plus Trump avait pris la défense des détenteurs d'armes, il y a évidemment derrière des enjeux politiques parce qu'en plus, comme la NRA, c'est quand même pas un groupe de pression politiquement très correct. Hein. Donc ça n'arrange pas. Le but, c'est quand même d'avoir un effet politique. Hein. Donc, alors, tout ça est un peu ridicule parce qu'en réalité, quand on regarde les statistiques, les homicides, la part des homicides qui provient de ces tueries de masse, n'est-ce pas, dont on nous parle tout le temps, elle est très faible. La vérité, les homicides, ils sont individuels. Hein, et donc, c'est 0,2%, je crois, d'homicides aux États-Unis qui proviennent de ces tueries de masse. Hein. La masse, d'ailleurs, commençant à 4. Hein. Oui, donc c'est quand même une définition de la masse un peu limitée. Donc, il y a une volonté évidente d'instrumentaliser ça. Alors, on a vu que le Canada se lance dans la prohibition chasse finalement aux armes des armes de poing. Bon, tout ça est derrière. Alors, pourquoi les médias français utilisent ça ? Pourquoi on en parle ? J'aimerais comprendre pourquoi on en parle en fait tous les jours dans les JT. D'abord, on en parle parce que c'est médiatique. Hein, la mort, les fusils, tout ça, il y a des belles photos. Donc tout ça, c'est très médiatique et le sang est toujours très médiatique. Hein. Alors même si c'est variable selon les auteurs. Hein, quand l'auteur est afro-américain, on en parle un peu moins que lorsque l'auteur est un Américain WASP, comme on dit. Hein. Bon, donc ça, c'est médiatique. Et je pense que derrière, il y a quand même la problématique. Alors en France, ça se pose tout à fait différemment. Hein. En France, on n'a pas du tout cette liberté d'acquisition des armes. Mais derrière, il y a évidemment une autre problématique, c'est la problématique de la légitime défense. Hein. Et je rappelle que, quand même, le président de la République, excusez du peu, le 1er avril dernier, a déclaré « Je suis contre la légitime défense ». Non, moi j'ai toujours été clair. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Il y a des règles. Et donc, les règles, c'est d'abord, chacun doit avoir la sécurité, évidemment, et ça c'est le devoir de la puissance publique de l'assurer, mais je suis opposé à la légitime défense. De l'autre côté, donc ça c'est très clair, et c'est intraitable, parce que sinon, ça devient le Far West. Et je ne veux pas d'un pays où prolifèrent les armes et où on considère que c'est aux citoyens de se défendre.
Vous ne croyez pas que c'était un poisson d'avril, peut-être ? Non, peut-être pas. C'était en réaction à cet agriculteur qui, en Charente, avait tiré sur un cambrioleur qui s'était introduit de nuit chez lui. Bien sûr. Bon, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la légitime défense en France, c'est même pas une question d'armes, c'est une question juridique. C'est que l'évolution de la jurisprudence fait que quasiment la légitime défense ne fonctionne plus, non seulement pour les citoyens, mais de plus en plus, y compris pour la police. Oui. On se rappelle par exemple en février de ces policiers lyonnais qui avaient ouvert le feu sur une voiture qui leur fonçait dessus. Une enquête avait tout de suite été ouverte par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, etc. Que le policier, il a été condamné, 15 mois, donc 6 mois ferme, et le responsable, c'est-à-dire le chauffard qui a reculé en marche arrière pour essayer manifestement de ne pas leur faire du bien, lui a écopé de 6 mois avec sursis. Voilà. Donc, si vous voulez, après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes de sécurité dans notre pays. Donc, ce qu'on constate aussi dans la presse, finalement, c'est une diabolisation là, soudaine de la NRA, puisqu'ils ont tenu un salon annuel de défense des armes à feu. 4 choses à savoir sur le tout-puissant lobby des armes aux États-Unis, qui est accusé de bloquer toute avancée législative qui limiterait l'accès des Américains aux armes à feu. Son influence est redoutable. On a l'impression que la NRA, c'est ce groupe secret et tentaculaire qui dirige la société américaine, si vous voulez. Par contre, quand on parle d'État militaro-industriel... Ça, c'est du complotisme. Alors, vous faites du complotisme. C'est très, très, très curieux, non, finalement. mais je disais, la société américaine, une société violente. L'amendement qui permet de posséder des armes, il remonte à 1791. C'est pas une invention de Donald Trump. Enfin, je veux dire, c'est vraiment intégré. Bon, de vous à moi... Je pense qu'il faudrait peut-être distinguer armes et armes. Je veux dire, la vente libre d'armes automatiques me paraît quand même, qui sont de fait des armes de guerre, me paraît quand même un peu problématique. Et donc peut-être qu'il faudrait essayer de réglementer ça un peu plus qu'aujourd'hui. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand même, parce que finalement, dans le deuxième amendement, il y a cette idée que les citoyens peuvent se défendre s'ils sont armés d'un État qui deviendrait illégitime ou menaçant. Si l'État, maintenant, peut envoyer des chars d'assaut, c'est normal on va peut-être pas vendre les chars d'assaut dans les supermarchés. Donc, je veux dire, non, il y a quand même des limites. Non, mais ce qui est vrai, et on le voit même chez nous, dans notre pays où la législation est extrêmement dure, comme on dit, si les armes sont hors la loi, seuls les hors-la-loi seront armés. N'importe quelle législation n'empêche pas les truands dotés d'armes de guerre et les terroristes d'avoir des armes de guerre. Il y a des trafics d'armes. Donc, si vous voulez, ces histoires de réglementation sont compliquées. Mais je pense que... Il y avait cette histoire, de toute manière, de Dennis Butler, par exemple. Une dame qui participait à une fête a tué Dennis Butler, donc l'homme à l'écran. Bah oui, parce que lui, il tirait dans les gens qui étaient à la fête. Alors évidemment, c'était... Donc elle s'est défendue, a sorti son arme de poing et l'a tué. Affaire close. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, Michel. C'était très intéressant de faire une émission avec vous. Est-ce que vous avez un coup de chapeau cette semaine ? Oui, j'ai un coup de chapeau à faire, un peu différent de ceux que fait Jean-Yves. Je voudrais faire un coup de chapeau. C'est plus de diversité et d'inclusion. Qui est un livre de Pío Moa, espagnol, qui s'appelle Les mythes de la guerre d'Espagne. D'accord. Qui est un livre, vous voyez, assez impressionnant, mais qui est passionnant, parce qu'en fait, il démonte tous les mythes qui ont été forgés, qui aujourd'hui existent encore, sur la guerre d'Espagne. D'accord. Évidemment, il a été diabolisé pour cette raison. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le calendrier de publication de ce livre. Ce qui dénote aussi, on parle beaucoup des médias, il ne faut pas oublier qu'il y a de la censure aussi dans l'édition française. Et donc ce livre, au départ, le copyright, il remonte à 2003. Ah oui. Première version, la version complétée 2014. Il vient de paraître en France en 2022. Oui, donc 20 ans quoi. Voilà. 20 ans de délai. En tout cas, ça a l'air d'être une lecture passionnante. C'est un livre qui a fait un très gros succès en Espagne, parce qu'il est effectivement, il est vraiment passionnant. Merci beaucoup Michel Geoffroy. Merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante immedia.tvliberté@gmail.com et tout particulièrement si vous voulez devenir bénévole pour regarder avec nous les JT et nous aider à les interpréter.
En tout cas, merci à tous. Aimez, commentez et partagez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Avec Jean-Yves Le Gallou, de retour, bien sûr. Merci Michel. Merci.